Bonjour à tous, merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info pour une nouvelle édition dédiée à l'actualité monégasque dont voici le sommaire en images. Il s'agit d'un rendez-vous organisé en alternance entre le Mondial de l'automobile de Paris et le pôle mécanique d'Alès. Les rencontres internationales des voitures écologiques ont eu lieu cette année dans le Gard. Un reportage sur place dans un instant. Avant l'exposition internationale d'Astana au Kazakhstan en 2017, place à l'exposition universelle de Milan en 2015. Une exposition à laquelle Monaco participera. La signature du contrat fixant cette participation a d'ailleurs eu lieu cette semaine dans la capitale de la Lombardie. En principauté, le vernissage de l'exposition consacrée à Albert Diatto, artiste monégasque et disciple de Pablo Picasso, a ouvert ses portes du côté de la salle d'exposition du quai Antoine Ier. Il s'agit sûrement d'un reportage qui vous mettra l'eau à la bouche. Avis aux gourmands, Vanessa Dessy a suivi l'opération Les Petits Chefs au Fairmont Monte-Carlo. Et puis suite de notre série de reportages liés aux établissements qui proposent des études supérieures après le baccalauréat. Après l'Université internationale de Monaco, l'Institut de formation en soins infirmiers, le lycée technique et hôtelier, coup de projecteur aujourd'hui sur le lycée Albert Ier et les BTS qui y sont proposés. Je vous le disais en titre, environnement pour débuter avec les rencontres internationales des voitures écologiques. Des rencontres qui ont eu lieu à Alès dans le Gard, au niveau du pôle mécanique. Le souverain, le prince Albert II, était sur place. Il a participé à de nombreux débats et a pu notamment essayer des véhicules sur circuit. Vanessa Dessy vous en dit plus. Réunir les principaux décideurs publics et privés engagés en faveur de la mobilité durable, pari tenu pour les rencontres internationales des voitures écologiques. Durant cette journée, le circuit pôle mécanique d'Alès est devenu le théâtre d'importants débats sur le thème des voitures écologiques. Les enjeux, c'est de débattre de la place de la voiture écologique dans la ville, donc qu'il y ait moins de pollution demain, et on rencontre des responsables privés, des responsables publics, parce que les élus locaux ont une immense responsabilité, c'est eux qui définissent le cadre juridique, et bien évidemment, on fait un grand point sur la voiture électrique, mais aussi sur le bioéthanol, le GPL, tout ce qui est disponible aujourd'hui pour voir comment encourager encore plus fortement la possibilité pour les consommateurs d'acheter des véhicules propres. C'est ce qui est partagé ici par les parlementaires français, relativement nombreux qui sont là. C'est de lier de façon étroite la mobilité aux questions environnementales qui sont liées au climat, à la santé, le prince l'a rappelé, et donc à l'intérêt de développer des activités qui vulgarisent l'utilisation de véhicules écologiques. Après avoir clôturé les débats de cette matinée, le souverain a rendu une visite aux différents stands présents. Vélo électrique, transport en commun propre ou bien même projets étudiants, tous s'étaient mobilisés lors de ces rencontres internationales. Éthanol hybride ou 100% électrique, une véritable opportunité pour les constructeurs qui souhaitent montrer l'exemple. Je crois que c'est en tout cas inévitable d'accorder plus d'importance aux véhicules alternatifs. Toyota aujourd'hui est clairement engagé dans cette direction à travers l'hybride rechargeable, le 100% électrique et à terme la pile à combustible hydrogène, véritablement dans l'esprit et dans le but d'offrir une mobilité de plus en plus propre à l'ensemble des citoyens. L'automobile a atteint un tournant de son histoire, une augmentation du coût des hydrocarbures, une nécessité de préserver l'environnement et la crise économique ont largement amplifié le phénomène mobilité durable. Véritable précurseur, la principauté a pris conscience de ces enjeux il y a bien longtemps. Le Rocher, très clairement, a de l'audace. Il est allé beaucoup plus loin que tout le monde. Il a toujours voulu essayer tout ce qui se faisait en termes de modernité et de développement. Il a finalement un extraordinaire laboratoire d'essai à Monaco. Nous avons un partenariat fort avec les organisateurs de Rive qui partagent encore une fois ce qui est une activité ou une action forte en principauté de Monaco. C'est pour cela que le prince a accepté de venir participer à ces Rives cette année, comme il avait fait il y a 3 ans d'ailleurs. Cette journée sensibilisation s'est soldée par des essais. Le souverain a pu tester 2 véhicules écologiques, la Peugeot 3008 présentée pour la première fois en France et l'Hexagon Furtif, le premier supercar électrique français. Les prochaines rencontres internationales de voitures écologiques vous donnent rendez-vous en 2014 au Mondial de l'automobile à Paris.
À suivre dans un instant la première conférence sur les requins qui inaugurait le cycle prévu cet été au musée océanographique. Mais auparavant, nous passons la frontière italienne puisque nous nous sommes rendus à Milan, une exposition à laquelle la principauté de Monaco participera. Et cette semaine, une étape importante a été franchie. Voyez notre reportage sur place. Les images sont signées Serge Prémont. L'histoire qui lie la ville de Milan aux expositions remonte à plus de 100 ans. Après avoir accueilli l'exposition internationale qui avait marqué le début du XXe siècle en 1906, la cité du Dôme s'apprête donc à recevoir de nouveau des personnes venues du monde entier du 1er mai au 31 octobre 2015 dans le cadre de la prochaine exposition universelle. Les venues d'une cinquantaine de pays ont déjà été officialisées, comme celle de la Principauté de Monaco, 59e nation précisément. La signature du contrat de participation de Monaco à l'exposition Milan 2015, c'est un moment important puisque c'est la concrétisation de notre engagement pour construire et ensuite faire visiter un pavillon qui sera sur un terrain que nous avons loué et qui sera un pavillon d'une très grande originalité qui correspond au thème de Monaco, qui correspond au thème de l'exposition de Milan et qui illustrera, je pense, des aspects moins connus que d'autres, mais tout aussi intéressants de Monaco. Le thème de l'exposition, il est lié à l'alimentation, nourrir la planète, énergie pour la vie. Et si l'exposition débutera en 2015, les organisateurs planchent depuis plusieurs mois sur le projet concernant le pavillon monégasque. Ça a commencé donc en avril 2012, puisque le souverain a personnellement fait part de son intérêt pour l'exposition. Par la suite, ce sont les étapes officielles et formelles de la participation aux expositions. Nous avons nommé notre commissaire général, qui par usage est notre ambassadeur, en l'occurrence son Excellence M. Robert Fillon. Par la suite, nous avons réservé notre emplacement, voilà, juste là, proche d'une entrée entre l'Arabie Saoudite et la Russie. Puis nous avons désigné notre entreprise de construction, notre architecte. Nous avons proposé au souverain une orientation architecturale. Donc voilà, maintenant nous travaillons dur avec le comité pour régler les différents points techniques. Direction justement le site de cette exposition. Il se trouve à quelques dizaines de minutes du centre de Milan. Les travaux ont débuté ici en mars 2012 et se poursuivent. Objectif avoué côté monégasque, se montrer innovant. Le pavillon n'est pas encore construit et du reste le site de l'expo n'est pas encore tout à fait, disons, mis en condition pour accueillir des constructions. Mais je pense que ça viendra bientôt. Nous avons encore 2014 pour bâtir notre pavillon. L'exposition, ce sera à la mi-2015, pendant les 6 mois au milieu de l'année 2015. Je pense que nous avons le temps de construire un beau projet. D'ores et déjà, les architectes travaillent. Et je pense que bientôt, nous aurons des images à montrer au public. Je pense que le pavillon sera le moyen pour nous de montrer que nous ne sommes pas uniquement jet-set et glamour, mais que nous sommes aussi engagés dans des actions de solidarité en faveur des pays les plus défavorisés, de solidarité aussi dans le sens du développement durable tel que l'a voulu fortement Son Altesse le Prince Albert, avec sa fondation et avec l'action aussi qu'il a impulsée auprès de son gouvernement. Les jeunes sont particulièrement ciblés. Principal atout de cette exposition 2015, la proximité. Seuls 300 km séparent Monaco et Milan. Ce sont des conditions tout à fait exceptionnelles puisque effectivement pour une fois nous avons une exposition universelle à 3-4 heures de route de Monaco, ce qui arrive assez rarement puisque généralement c'est en Asie ou en tout cas très loin. Donc nous allons pour une fois pouvoir prendre en considération non seulement les visiteurs du monde entier, mais bien sûr, pour une fois, les Monégasques que nous invitons à venir nous visiter nombreux, j'espère. L'exposition universelle de Milan à découvrir à partir du mois de mai 2015. Et puis sachez que nous suivrons de manière régulière l'évolution de la construction du pavillon de Monaco pour vous. Retour en principauté à présent et plus précisément au musée océanographique. Le musée où vous le savez certainement les requins sont à l'honneur depuis plusieurs semaines à travers l'exposition Sensations. En marge de cette exposition, le musée vous propose chaque mercredi une nouvelle conférence sur les seigneurs des mers. La première a eu lieu cette semaine avec René Euzet. Frédéric Elion vous en dit plus.
Depuis 25 ans, il nage à leur côté, les côtoie dans les mers et océans du monde entier et a appris à les connaître. René Euzet, plongeur professionnel et cinéaste, a passé des centaines d'heures à filmer les différentes espèces de requins du globe. S'il avoue que le requin est un animal qu'il est impossible d'apprivoiser et que l'on n'est jamais en totale sécurité à leur côté, René Euzet est venu présenter au musée océanographique les techniques qu'il utilise pour filmer les requins. Tous les mercredis de l'été à 20h30, des conférences seront organisées à l'occasion des nocturnes du musée océanographique, où des intervenants et spécialistes des squales viendront raconter leur expérience. Le but de ces conférences est aussi de casser le mythe du film Les Dents de la Mer, où le requin apparaît comme un animal agressif et redoutable. René Euzet est venu expliquer mercredi soir comment approcher ces animaux. On n'est jamais en sécurité avec un requin, ça il faut le savoir. Donc il y a des gens qui ont envie d'aller nager avec des requins, qui ont des gens qui ont envie de nager avec des dauphins ou des baleines. C'est un challenge. Le requin, c'est un animal imprévisible. Voilà. Donc je dis c'est un animal dangereux, potentiellement dangereux, qu'il faut respecter. Voilà. Si on a peur, on n'y va pas. Voilà. C'est la règle de base, c'est-à-dire ne pas aller provoquer l'accident. Parce que si vous avez peur, une frayeur, le requin va le sentir, donc il sait que vous êtes une proie potentielle et vous risquez d'avoir un problème. Alors, le requin, si vous voulez, lui, il vous a vu depuis longtemps, bien avant que vous l'ayez aperçu. C'est-à-dire que lorsque vous vous dites le premier regard que le requin, c'est que lui, c'est déjà que vous êtes là. Et ce qui est fait, dans tous les cas, il va venir de plus en plus près, jusqu'à la confrontation. Et moi, la confrontation, quand il vient, c'est quand il vient taper à l'objectif. Donc je le repousse, je pointe sur le nez, parce qu'il y a un point sensible, doucement, pour lui montrer, je ne suis pas ta proie, mais ni ton prédateur. Après, soit il se laisse filmer, soit il ne se laisse pas se filmer. Comment vivre avec les requins, tout connaître sur ces animaux. Le programme sera très varié cet été avec notamment le témoignage de Yann Terrasse, un rescapé d'une attaque. Prochaine conférence, mercredi 10 juillet avec Bernard Serré, océanographe biologiste. Le thème « Diversité et pêche des requins, le paradoxe ». Si vous vous êtes rendu au Victoria and Albert Museum de Londres, vous avez peut-être aperçu les œuvres réalisées par un artiste monégasque, Albert Diatto. Eh bien, sachez que cet artiste est à l'honneur cet été au cœur de la salle d'exposition du quai Antoine Ier. L'occasion d'en savoir plus sur ce disciple de Pablo Picasso. Christine Datomel. Un événement exceptionnel, l'exposition à ne pas manquer cet été. Pour la toute première fois, l'ensemble des œuvres de l'artiste monégasque, célèbre internationalement et pourtant peu connu en principauté, Albert Diatto, sont dévoilés à la salle d'exposition du quai Antoine Ier. Céramiste, peintre et poète à ses heures, tout souriait à cet artiste de génie. En 1985, il meurt prématurément à l'âge de 58 ans. De Picasso, Pierre Boulez, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, à Jacques Prévert, André Breton, Joseph Kessel, en passant par le roi d'Afghanistan et le prince Pierre de Monaco, Albert Diatto a côtoyé toute sa vie les plus grands et les intellectuels. Véritable artiste de son siècle, à la forte personnalité, son indépendance lui était essentielle. C'est un homme libre. Donc un homme libre a besoin d'un espace de liberté. C'est la raison probablement pour laquelle il a pris de la distance avec Monaco, puis avec la France, puis il est revenu à Monaco, puis il est revenu en France, il a travaillé en Afghanistan, il a travaillé avec Picasso. C'est quelqu'un qui se cherchait, qui s'est cherché toute sa vie, ce qui va vous expliquer la complexité et la profonde cohésion de cette exposition, de son œuvre. Né de la rencontre de plusieurs volontés, c'est avec l'appui du souverain et de sa sœur, la princesse Caroline, que cette exposition a vu le jour. Premier à croire en la nécessité de redonner un destin à cette œuvre un peu méconnue, le fils d'Albert Diatto a demandé le soutien à l'antiquaire monégasque Adriano Ribolzi. Albert Diatto est un très grand artiste, mondialement reconnu, dans tous les domaines. Un génie, rarement un artiste aussi grand en poésie, en littérature. Il était extrêmement cultivé, en céramique évidemment et en peinture. C'était un artiste que de son temps, il était mondialement connu, il a exposé en toute Europe, ça faisait quand même partie des artistes qui ont créé la céramique moderne. C'était un précurseur évidemment avec le grand Picasso comme maître. Précurseur dans bien des domaines, Albert Diatto a été le premier à intégrer la feuille d'or dans des peintures. Ça, c'est la fin de sa carrière et il a vu Yves Klein qui a fait des sculptures, pas de la peinture, et ça lui a donné l'envie et c'est le seul artiste de cette époque qui a utilisé la vraie feuille d'or en tant que matière. C'est pas pour rendre plus précieux la peinture, c'est un élément très important dans sa recherche qui était
continue. Et chaque tableau, on découvre pratiquement encore une nouvelle découverte. C'est dans sa génialité. Donc il est arrivé à la feuille d'or qu'on voit dans le parcours de l'exposition, d'ailleurs à la fin de l'exposition. L'exposition rétrospective Albert Diato, céramiste et peintre, se tiendra jusqu'au 15 septembre à la salle d'exposition du quai Antoine Ier. Cet événement révèle le talent unique, novateur, personnel et original d'Albert Diato et permet aussi de lui redonner la position importante parmi les artistes du XXe siècle qu'il occupait de son vivant. Un sujet à présent qui va certainement vous mettre l'eau à la bouche puisque pour la 3e année consécutive, l'opération Les Petits Chefs a été organisée à l'hôtel Fairmont Monte-Carlo. Les apprentis cuisiniers ont préparé un dîner de gala pour leurs parents. Vanessa Dessy. Manger sain et équilibré en consommant des produits locaux et de saison, tel est le message que souhaite véhiculer l'opération Petit Chef by Fairmont Monte-Carlo. 50 élèves scolarisés en principauté ont appris la cuisine et découvert les vertus des fruits et légumes durant près de 48 heures de leçons intensives. Un projet qui a permis également de tenir compte de l'aspect mathématique avec les proportions des ingrédients dans les différentes recettes. L'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir des élèves des 2 écoles, donc de la Condamine et de Fontvieille, et de pouvoir les faire partager un petit peu les joies, on va dire ça comme ça, de la cuisine. Donc on a une première partie où on leur fait découvrir des produits, des fruits, des légumes. Bon, cette année, on a décidé que le thème serait la couleur orange. Donc ça nous a permis de pouvoir leur faire découvrir pas mal de produits dans la couleur orange. Durant le dîner de gala, la direction de l'hôtel a souhaité dédier une soirée d'exception à ces jeunes apprentis, cuisinés et servis par les petits chefs. Le repas a été animé par le chef exécutif du Fairmont, Philippe Johannes. Ce meilleur ouvrier de France a été particulièrement touché par la motivation des enfants. On a vu que oui, ils étaient super motivés, avec une bonne ambiance et plutôt sages d'ailleurs, plutôt sages. C'est important de pouvoir goûter le produit dans le détail. Une carotte, on doit savoir à quoi ressemble le goût de la carotte et expliquer pourquoi et comment c'est fait, comment on la trouve. Je pense que c'est important aujourd'hui de pouvoir découvrir les produits individuellement pour susciter la curiosité. Le tartare de loup à la carotte. La meilleure entrée, la meilleure présentation, le meilleur plat et le meilleur dessert, 4 prix ont été décernés au cours de cette soirée. Une grande fierté pour ces apprentis cuisiniers. J'adore la cuisine et puis c'est un moment de plaisir à passer avec tous les autres enfants. Et c'est bien parce que ça nous apprend des choses sur la cuisine. Ça nous donne goût à la cuisine. Surtout qu'aux cuisines parce que moi j'adore cuisiner et puis la même chose que Manon. Donc moi j'adore ça, ce concours. Moi j'ai découvert de nouveaux produits et après qu'on pouvait cuisiner des différents produits d'une même façon. 150 invités partagés entre différentes personnalités de la principauté et les parents des petits chefs ont pu apprécier avec émotion la qualité du dîner. C'est bien, surtout que on a autant de stress qu'eux, parce qu'elle a été stressée toute la nuit et là c'est bien parce que en plus ça leur fait découvrir toutes les saveurs et les plats et moi qui ne pensais pas qu'elle aimerait la cuisine, elle adore. Il s'est entraîné, il a beaucoup révisé, très excité, très impatient. Il n'a pas arrêté, il parle que de ça. Ça va peut-être donner une nouvelle vocation, je ne sais pas, on verra. Tous les grands chefs se sont mobilisés pour partager leur passion et donner un peu de leur expérience à ceux qui deviendront peut-être un jour les futures étoiles de la gastronomie. Dans le reste de l'actualité. Jeunesse toujours avec la traditionnelle remise de prix de fin d'année au lycée Albert Ier en présence de son Excellence Michel Roger, ministre d'État, et d'Isabelle Bonal, directeur de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Un rendez-vous au cours duquel les élèves de seconde, de première et de terminale qui ont obtenu de bons résultats tout au long de l'année sont récompensés par des prix d'honneur. Un mot sur les élèves justement de terminale qui ont reçu des prix et qui attendent bien sûr aussi avec impatience les résultats du baccalauréat. Des résultats attendus pour le 5 juillet. Bonne chance à tous. Restons justement au lycée Albert Ier pour la suite de notre série de reportages consacrés aux établissements de la Principauté qui proposent aux étudiants des cursus après le baccalauréat. Voyez ce reportage réalisé avec Marion Sapé-Triomphe et Louis Borgia.
Nous sommes désormais à Monaco-Ville, où le lycée Albert Ier propose lui aussi des cursus post-bac. Les études liées au BTS sont des voies courtes sur 2 ans qui permettent généralement d'intégrer la vie professionnelle assez rapidement et notamment le tissu économique monégasque. Il existe 2 voies principales dans les études post-bac. Nous avons tout d'abord le BTS qui est un double puisqu'il y a le BTS assistant de manager et le BTS comptabilité. Ces 2 formations se déroulent sur 2 ans, ce qu'on appelle le bac plus 2. Ce sont des formations diplômantes et qui permettent tout de suite après ces 2 années d'études post-bac de rentrer dans la vie active. Nous avons également au sein du lycée, et ce depuis 2009, donc c'est j'allais dire le cursus le plus récent, c'est le DCG, le diplôme de comptabilité et de gestion, qui est, donc ce sont des études post-bac, et ce sont des études qui sont ouvertes aux étudiants qui ont déjà un BTS. BTS comptabilité, puisque en l'occurrence, ce sont des études de comptabilité et de gestion. Et donc ceci, le DCG, c'est l'équivalent du bac plus 3. La direction de l'éducation nationale a créé une section DCG, qui est un diplôme national français basé sur les normes européennes, bac plus 3, bac plus 5, bac plus 8, c'est-à-dire licence, master et doctorat. Donc le DCG est un bac plus 3, avec des cours de droit, d'économie, de langue aussi, et un partenariat avec l'Ordre des experts comptables a prévu des cours de spécificité monégasque dans les domaines de droit comptable, de droit social, de droit des sociétés, de droit fiscal à Monaco. Mais avant d'avoir l'occasion de pouvoir suivre le programme de ce diplôme de comptabilité et de gestion, les étudiants doivent d'abord suivre ceux du BTS. Dans cette formation diplômante de 2 années, il y a 33 heures de cours, donc la culture générale 2 heures. Ensuite, les langues, donc 2 langues sont obligatoires à l'écrit et à l'oral, 6 heures de cours élèves. Et enfin, l'économie, le management et le droit, 6 heures. Donc ça, c'est le pôle général. Ensuite, il y a un pôle technique de 19 heures qui est réparti en 5 finalités. Donc la F1 qui concerne tout ce qui est communication en interne et en externe, communication en langue française et étrangère. La F2, tout ce qui concerne l'information. La F3, donc les actions à la décision. La F4, tout ce qui est organisation. Et enfin, la 5e, qui ne se fait qu'en 2e année, c'est toutes les tâches déléguées. Voilà. Donc pour ce pôle communication, organisation, donc technique, il y a 2 enseignants qui se partagent ce créneau de 19 heures. Il faut quand même savoir faire preuve d'autonomie, d'avoir le sens des responsabilités. Je pense aussi qu'il faut être motivé et aimer ce qu'on fait. Et ça nous donne une expérience professionnelle avant tout. C'est vrai que la formation est faite pour ça. Ça nous permet d'intégrer la vie active beaucoup plus facilement. Sachez qu'à l'heure des grands choix concernant leur avenir, les jeunes peuvent trouver une oreille attentive et des conseils au CIEN, le Centre d'information de l'éducation nationale installé à Fontvieille. Le Centre d'information de l'éducation nationale est à disposition des jeunes, des collégiens, des lycéens, des étudiants et même des adultes qui recherchent une formation pour leur présenter tout ce qui peut exister et surtout les aider à élaborer leur parcours. Et pour terminer, retour au lycée Albert Ier où ici aussi les lycéens peuvent obtenir de précieux renseignements auprès du conseiller d'orientation. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon rôle quand même consiste à amener l'élève à construire et à réaliser un projet d'études. Alors pour ça, il faut quand même qu'il acquiert un certain niveau d'information que je donne dans le cadre de séances collectives. Pour ça, j'ai préparé des diaporamas. Qu'est-ce qu'on peut faire après la classe de seconde? Également des diaporamas qui sont spécifiques à chacune des séries de bacs que nous préparons ici. Qu'est-ce qu'on peut faire après un bac S, ES, L, STMG, Sciences et Technologies, Management et de la Gestion, et aussi le bac STI 2D, Sciences et Technologies Industrielles et du Développement Durable. Mais ce que je cherche aussi à développer chez les élèves, c'est une certaine forme de curiosité par rapport à leur environnement, par rapport aux filières d'études. Je veux impérativement qu'ils questionnent leur représentation concernant certains choix de formation, que ce soit au niveau des BTS, des DUT, des classes préparatoires aux grandes écoles, des écoles d'architecture, les parcours santé. On a quand même pas mal d'élèves en S qui nous demandent, voilà, qui envisagent un parcours de formation en médecine, mais ils ont souvent une vue assez restrictive de ce qu'est un médecin. Je veux dire, la réalité professionnelle est quand même tout autre.
Fin de cette série consacrée aux études en principauté dans notre édition de 19 h vendredi avec la découverte de l'ESAP, l'École supérieure d'art plastique de la ville de Monaco. Un mot de football pour clore cette édition avec cette information et l'arrivée probable sur la pelouse du Stade Louis II de Jérémy Toulalan. L'ancien Lyonnais a passé une visite médicale du côté de l'ASM FC. Arrivée probable donc. Après les faits d'actualité, passons aux effets du ciel pour les jours à venir. Vendredi, belle journée, temps sec et ensoleillé, température comprise entre 22 et 26 degrés. Samedi, beaucoup de soleil également, poursuite du réchauffement. Dimanche, du soleil et de rares nuages, une chaleur bien estivale, comptée jusqu'à 27 degrés au meilleur de la journée. Et puis lundi, soleil chaud et quelques nuages. Et c'est sur ces nouvelles ensoleillées que nous refermons cette édition. Merci sincèrement pour votre fidélité. Je vous rappelle que l'actualité, c'est aussi sur Internet, sur le www.monacochanel.mc. Je vous laisse à présent avec la suite de vos programmes et un nouveau magazine découverte. Cette fois-ci, Christine Datomel et Serge Prémont se sont rendus à l'abbaye de la Selle. Très bel été à tous et à très bientôt.